Live. Vas-y. Bonsoir tout le monde, bienvenue à mon premier podcast de la naturopathe du sexe. Je suis vraiment très heureuse ce soir de vous présenter ma première invitée, une médecin spécialisée en hormonothérapie. Bienvenue, docteur Deshôtels. Merci Marie-Soleil. Bienvenue, merci beaucoup d'être parmi nous ce soir. Donc, on a une belle présentation à vous montrer. On a très hâte de vous parler des hormones et surtout de démystifier le rôle de l'estrogène. Est-ce qu'on voit? J'ai de l'aide aujourd'hui pour mon premier podcast. Merci. Super. Donc, j'espère que vous voyez bien à l'écran notre présentation. Donc, je prends le temps de vous présenter un petit peu Dr Deshôtels, qui est experte en hormonothérapie. Ça fait combien de temps et comment ça a commencé chez vous, la pratique en hormonothérapie, Dr Deshôtels? Bien, Marie-Soleil, ça fait à peu près 24 ans que je suis médecin, mais je pratique plus spécialisée en hormonothérapie depuis environ une dizaine d'années. J'ai fondé plusieurs cliniques et je travaille en collaboration avec des infirmières que j'ai aussi instruites ou je leur ai montré à m'accompagner dans le processus d'hormonothérapie bioidentique. J'ai fait des formations avec Dr Demers à Gatineau, qui a écrit le livre Les hormones au féminin. Mais j'ai poursuivi ma formation avec plusieurs formations aux États-Unis pour avoir un sens plus large de ce que c'est l'hormonothérapie bioidentique. Alors, je suis bien contente de pouvoir vous entretenir sur le sujet ce soir. Excellent. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est vraiment un besoin dans le domaine. Puis, Dr Deshôtels et moi, on a vu beaucoup de souffrances, en fait, en pratique privée. Et donc, on est vraiment contente ce soir de pouvoir vous parler à la maison. Donc, prenez le temps de nous écrire vos questions. On va toutes vous lire et éventuellement, peut-être qu'on va pouvoir refaire un autre podcast selon les demandes et les questions. Donc, dans les 10 dernières années, personnellement, moi, en tant que naturopathe, j'ai vu beaucoup de femmes souffrir parce qu'ils refusaient de prendre des hormones. Donc, c'est un très grand besoin de démystifier l'estrogène et les besoins parce que oui, des fois, on peut accompagner la ménopause naturellement, mais il y a certaines circonstances où est-ce que la femme va vraiment avoir besoin de la forme médicale et donc, c'est pour ça que Dr Deshôtels va nous parler de ça ce soir. Et comme elle dit, c'est grand temps que les choses changent. De remettre les pendules à l'heure ce soir. Effectivement, remettre les pendules à l'heure parce qu'il faut démystifier. Nos hormones sont très, très importantes pour le maintien de la santé à long terme et la prévention des maladies, Marie-Soleil. Exactement. Donc, je trouve ça vraiment génial qu'on a une mission qui est pratiquement pareille, donc de soutenir naturellement le métabolisme hormonal et d'éduquer pour aider autant les hommes que les femmes à reprendre le contrôle de leur corps, de leur vitalité et surtout de leur joie de vivre grâce à l'équilibre hormonal. Donc, on va commencer dans le vif du sujet avec le mythe numéro 1, donc de démystifier le rôle des hormones, mais aussi, surtout en fait, l'estrogène ce soir. Donc, pourquoi qu'on veut démystifier ce rôle-là aujourd'hui, Dr Deshôtels? Bien, tout simplement, Marie-Soleil, parce que ça fait trop longtemps qu'on met un rôle de dangerosité aux estrogènes. Hein, on pense au cancer, on a dit que c'était dangereux. Il y a une étude qui est sortie autour du début des années 2000 sur le fait que les hormones, entre autres les estrogènes, étaient dangereuses et surtout, on pense cancer. Mais elles sont aussi importantes pour nous aider à rester en équilibre, mais aussi pour garder notre santé à long terme. Et on sait que la science a évolué depuis ces années-là et nous a démontré que leur rôle était important dans la prévention et la santé. Alors, c'est un peu pour ça qu'on en parle ce soir. C'est pour ramener vraiment les concepts aussi dans leur rôle pour protéger des cancers. Alors, on va vous parler de ça ce soir parce que c'est trop mal véhiculé et on met toutes les hormones ensemble dans le même panier alors que c'est une question d'équilibre et de dosage. Alors, c'est pour ça que j'ai accepté l'entrevue de ce soir. C'est pour qu'on remette, oui, les pendules à l'heure et qu'on parle d'équilibre hormonal, Marie-Soleil. Excellent, j'adore ça. Et donc, cette fameuse image qui est obscure de l'estrogène, elle est totalement biaisée
Et donc, quand on pense aux estrogènes, puis qu'on entend parler des estrogènes dans le domaine, souvent, surtout pour les gens qui vont côtoyer des centres de conditionnement physique, qui vont voir des entraîneurs, on entend beaucoup parler de dominance en estrogène, mais on entend aussi beaucoup de termes négatifs. On attribue ça au cancer, au syndrome prémenstruel, à la rétention d'eau, aux migraines et autres douleurs. Donc, à la prise de poids aussi, hein, beaucoup de femmes ont blâmé mes mots t'as dit d'estrogène. Et donc, pour aussi certaines personnes qui sont plus dans le milieu médical, on sait que c'est attribué aussi en lien avec les maladies auto-immunes, mais on veut démystifier ce côté obscur parce que dans toute chose, hein, il y a un côté noir et un côté blanc. Et donc, quand on comprend l'équilibre, qu'est-ce qu'on peut faire, bien, c'est vraiment là qu'on va aller chercher un bienfait global. En fait, Marie-Soleil, on pense que c'est les estrogènes qui causent ces problèmes-là, le trop-plein d'estrogènes, mais le manque d'estrogènes peut aussi contribuer à certains symptômes qu'on a ici mentionnés. Donc, c'est important dans la régularisation, ça a un rôle de régularisation qui est très important. Donc, c'est une substance qui va devoir prendre sa place avec la science qui a évolué aussi. Alors, on parle de douleur, on parle de prise de poids, mais n'oubliez pas que la ménopause en soi, ça peut prendre du poids. Alors, si on ne supplémente pas suffisamment en estrogène, on va prendre plus de poids que si on n'en prend pas que si on en prend. Donc, il faut ramener aussi le concept trop comme pas assez. C'est important d'avoir un équilibre. Et c'est du cas par cas, c'est de la médecine personnalisée. Exact. Il n'y a pas une personne qui est pareille, Marie-Soleil. Oui, exactement. C'est vraiment important. Puis justement, au niveau des douleurs, moi, j'ai vu des femmes en clinique qui ont eu des beaux résultats en ajoutant justement l'hormonothérapie pour réduire les douleurs chroniques. Donc, ça ne dépend, faut pas toujours mettre tout dans le même panier. Donc, on avait commencé justement à en parler, mais je vous laisse poursuivre avec cette diapo-là parce que pour l'effet protecteur, l'effet jouvence, on peut en parler longtemps. Oui, parce qu'on a souvent attribué un rôle de cancérigène aux hormones, mais attention, les estrogènes, entre autres, ont un rôle aussi de régulation entre la division cellulaire et la mort cellulaire, ce qu'on appelle l'apoptose en soi. Ça veut dire qu'elles sont des gardiennes de se débarrasser aussi de nos vieilles cellules, de nos cellules qui deviennent folles, nos cellules cancéreuses, donc dérégulées. Alors, elles protègent aussi des ondes de notre matériel génétique. Donc, le rôle n'est pas si noir que ça. C'est pas juste le côté obscur de la force, il y a le côté positif de la force avec nos estrogènes. Tout est une question de dosage et de cas. Il faut tenir compte de certains facteurs qui sont personnels, que ce soit des facteurs génétiques et aussi les habitudes de vie. Alors, c'est important de regarder, si on veut penser cancer, ce qu'on mange, parce que notre alimentation a un rôle très important à jouer dans la stimulation des processus de cancer. Si on mange trop de sucre, par exemple, on peut amener certains processus inflammatoires et aussi réveiller des processus de division cellulaire sans amener le côté de faire mourir les cellules folles. Donc, les estrogènes, régulation entre la division cellulaire et la mort cellulaire. Excusez-moi, hein? On va vous dire pourquoi il y a des appels qui peuvent nous interrompre durant la présentation. Alors, tout est une question d'équilibre, Marie-Soleil. J'adore. C'est vraiment intéressant. Et donc, le fameux côté obscur, biaisé, vient d'une étude. Bien souvent, on voit ça aussi même avec le gras, l'histoire du gras saturé. C'est la même histoire. Donc, parle-moi, s'il vous plaît, de l'étude WHY et qu'est-ce que partit la peur au niveau des estrogènes? L'étude WHY, c'est une étude qui est sortie au début des années 2000 où on a étudié beaucoup de femmes, mais la cohorte où il y a eu des biais d'interprétation. L'hormonothérapie, c'était une hormonothérapie qui était non bioidentique et on a réanalysé WHY. Alors, le WHI, l'étude qui était le Women Health Initiative, est devenue un WHY. Pourquoi il fallait réanalyser? Parce qu'on s'est rendu compte que tout ce qu'on a interprété, pas tout, une partie de l'interprétation était biaisée. On s'est rendu compte qu'en réanalysant, on avait plus de bienfaits, toutes causes confondues, que de méfaits, de prendre de l'hormonothérapie et même avec des hormones synthétiques.
fallait faire des distinctions entre les types d'hormones. Il fallait aussi regarder les progestatifs. Hein? On tenait compte juste des estrogènes. Les progestatifs auraient un rôle à jouer, possiblement en cancer. Alors, il fallait ramener les pendules à l'heure. Puis, on s'est rendu compte que toutes causes confondues, on avait des meilleurs facteurs de santé et de qualité de vie à prendre des hormones. Alors, la qualité de vie, c'est important aussi. On pense au vieillissement, hein, on a rallongé l'espérance de vie, mais est-ce qu'on s'est occupé de rallonger l'espérance de vie en bonne santé? Hein? Avant, on mourait autour des 65 ans, des 70 ans. On était en ménopause 15-20 ans. Ben maintenant, avec le rallongement de l'espérance de vie, on a beaucoup d'années à faire sans hormones et on sait que ces hormones-là sont importantes pour garder notre équilibre. Alors, c'est une notion de qualité de vie et ce n'est pas négligeable dans un contexte où on doit vieillir en santé. C'est bon pour la santé mentale, on le sait. La santé vaginale, hein? Combien de femmes en manque d'hormones vont avoir des problèmes de turgescence, de problèmes de douleur aux relations sexuelles, de sécheresse vaginale, la libido, l'énergie. On a besoin, c'est des hormones qui donnent de l'énergie. L'ostéoporose en santé ou en protection musculo-squelettique, on a vu qu'après Y, il y a beaucoup de femmes qui ont développé des problèmes d'ostéoporose. Le diabète, et oui, ça amène un équilibre métabolique. On a une collaboration entre nos glandes qui fait que quand on est bien balancé au niveau hormonal, on peut même prévenir chez certaines personnes l'incidence ou la prévalence du diabète. La protection cardiovasculaire, c'est non négligeable. On a cru que ça augmentait, mais on s'est rendu compte aussi qu'on avait des facteurs de protection au niveau cardiovasculaire. Et même dans l'étude White, dans la réanalyse subséquente. La santé mentale et cognitive, quand on parle de cognition, on parle de mémoire, attention, concentration. Combien de femmes viennent nous voir et disent hey, « Moi, docteur des hôtels, je pense que je suis en train de devenir Alzheimer. » Mais non, nos hormones aident notre cerveau à rester en forme, à être alerte. Alors, c'est important et c'est surtout vieillir en santé, Marie-Soleil. Exact. La dernière phrase me touche beaucoup parce que, bon, en naturopathie, on fait beaucoup de prévention, mais moi, je vois trop de gens, justement, qui acceptent de souffrir, qui acceptent de ne pas avoir de libido pendant 20 ans, pas de relations sexuelles. J'en vois depuis des années des femmes comme ça, justement, qui ont des douleurs ou qui disent « Oh mon Dieu, je suis en train de devenir folle. » Ben non, on n'est pas obligé d'accepter de devenir folle ou d'avoir une relation qui n'est pas satisfaisante. Ça cause des fois même des divorces, ces histoires-là. Donc, ça vaut la peine de consulter puis d'être bien guidé. Oui, c'est triste. C'est triste de penser ça. Oui, fait que c'est pour ça, moi, j'ai vraiment une mission d'encourager les gens d'aller au bout puis de trouver justement la cause. Donc, je suis très contente d'entendre ça aujourd'hui. Tout ce qu'on peut faire avec la médecine intégrative. Donc, pour en finir avec le fameux côté obscur et biaisé, docteur Deshôtels, j'aimerais ça entendre votre version au niveau de l'inflammation chronique parce qu'encore une fois, on blâme souvent les estrogènes. On le sait que les estrogènes peuvent être un facteur. On va en parler tantôt au niveau de la dominance en estrogènes. Par contre, c'est vraiment ironique ici et c'est important de faire un point. En fait, on donne un rôle d'inflammation, mais on donne un rôle d'inflammation aux estrogènes. Mais dans le fond, c'est une question encore d'équilibre, Marie-Soleil. Si on a trop d'estrogènes, on va déclencher des cascades, on va dire métaboliques, où on va demander à d'autres glandes de réagir et ça va possiblement amener de l'inflammation. Mais un manque d'estrogène aussi, l'ironie du sort, va provoquer aussi de l'inflammation. Alors, quand on parle d'inflammation dans le corps humain, c'est souvent à l'origine des processus qu'on dit physiopathologiques, c'est-à-dire à l'origine des maladies. Avant qu'il y ait une maladie qui s'installe, il y a des déséquilibres, il y a de l'inflammation. Alors, si on est capable de ramener l'équilibre avant que les maladies s'installent, pourquoi ne pas le faire? Et regarder où est-ce qu'on s'en va pour justement viser cet équilibre-là entre les différents types d'hormones. Entre autres, les hormones, on va en parler tantôt, surrénaliennes, thyroïdiennes. Donc, c'est une grosse marmite biochimique, le corps humain, puis on est bien fait. Parce qu'on a des glandes qui collaborent entre elles pour maintenir cet équilibre-là. Et les estrogènes ont un rôle important à jouer dans cet équilibre-là. Même chez les hommes, on en a parlé ensemble. Même chez les hommes, les estrogènes sont importants. En fait, on fabrique les 3 mêmes types d'hormones, mais en quantité différente, ce qui provoque une sexualisation. Savais-tu, Marie-Soleil, qu'entre la testostérone et l'estradiol,
Il y a un enzyme qui transforme ces deux hormones-là. Elles ne sont pas très différentes l'une de l'autre, mais la quantité fait en sorte qu'on est un homme ou qu'on est une femme si on a plus d'estrogène. Ouais, c'est super intéressant. J'adore. Et donc, je pense que là, c'est une question qui brûle les lèvres de beaucoup de gens qui nous écoutent à la maison. Qu'est-ce que ça veut dire, le fameux terme bioidentique ou biosimilaire? Parce que, bon, justement, la peur des hormones était plus associée à la première version des hormones qui venaient, bon, de façon synthétique ou qui venaient des animaux. Maintenant, le bioidentique, qu'est-ce que ça veut dire pour les gens à la maison? Bien, autant d'un côté que de l'autre. Hein? C'est des écoles, c'est des cultures. Bioidentique, en fait, ça veut dire biosimilaire. Ça veut dire identique à ce que le corps a besoin pour faire ces cascades de réactions chimiques, si on veut dire. Alors, quand on parle de bioidentique, c'est plus similaire à ce que le corps a besoin pour rester en équilibre ou en santé. Donc, possiblement plus sécuritaire. Ça se prescrit en pharmacie et ça se prescrit aussi en magistral. On va le voir tantôt. On a aussi besoin de considérer d'autres types d'hormones pour rester en santé. La progestérone, la testostérone, et oui, même chez la femme. Et on a mentionné préalablement que les estrogènes étaient importants chez les hommes. C'est pas parce qu'on est un homme ou une femme que les estrogènes n'ont pas le même rôle si on pense métabolisme. On pense pas fonction sexuelle, mais on pense métabolisme. Alors, on a besoin d'un équilibre entre ces trois types d'hormones sexuelles pour différentes raisons, parce qu'elles agissent à différents endroits dans le corps pour maintenir encore un équilibre. Oui, super important. Puis, on voit aussi dans le domaine, des fois, les gens qui essayent de s'auto-traiter, s'auto-médicamenter. On le sait que des fois, les gens peuvent obtenir en commandant sur Internet, c'est disponible plus en vente libre aux États-Unis. Fait qu'il y a des gens qui réussissent à avoir de la crème de progestérone. Donc, moi, ça m'inquiète beaucoup en tant que naturopathe qui a un esprit scientifique et qui aime collaborer avec la médecine conventionnelle parce que souvent, les gens ne vont pas nécessairement être suivis, ils ne seront pas nécessairement testés. Puis, comme on dit ici, il y a un équilibre qui est nécessaire. Donc, les gens, des fois, c'est pas juste la progestérone qu'ils vont avoir de besoin, ils vont avoir besoin des deux hormones féminines, mais aussi, on voit des femmes qui ont besoin de prendre la testostérone. Donc, j'ai vu ça souvent dans ma pratique, des femmes qui avaient une baisse de motivation, une baisse de libido, une baisse de joie de vivre. Puis, finalement, c'est parce que la testostérone n'était pas là. Donc, j'aime entendre ceci. Et on voit des meilleurs résultats quand c'est justement pris en charge et bien testé avec une médecine comme Dr. Desautels fait. J'aimerais rajouter que, tu sais, les hormones, avec tout ce que je suis en train de vous dire, on sait que c'est important. Bien, c'est important que ça soit équilibré. Si on en a trop, ça peut être aussi dangereux que si on en manque. Alors, il faut regarder aussi ça, puis d'acheter des hormones over-the-counter, comme on dit OTC aux États-Unis. Faire venir ça sur Internet, ben moi aussi, ça m'inquiète, Marie-Soleil, parce qu'on sait que ça peut pas être approprié pour tout le monde. Il faut que ça soit encadré médicalement, du moins comme on peut le faire le plus possible. Oui, je trouve ça vraiment, vraiment important. Puis c'est pour ça que je voulais souligner ça, parce que des fois, justement, les gens ils pensent qu'ils peuvent juste prendre une petite crème et ils se font dire « Ah, la progestérone, c'est pas dangereux, c'est bénéfique. » Ben non, il y a un côté obscur à tout dans la vie. Et donc, vaut mieux être bien suivi de façon professionnelle à tous les niveaux. Moi, je suis vraiment pro ça. Donc, c'est pour ça que j'adore justement quand on a des clients, pour ne pas dire patients pour votre cas, en commun. Je trouve ça vraiment agréable qu'on puisse avoir justement un super portrait très détaillé et de suivre cette personne-là de façon professionnelle. Donc, maintenant, on va passer à la question que veut dire métabolisme des hormones. Donc, on utilise souvent ce terme-là. On entend de plus en plus parler en médecine intégrative, en médecine fonctionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire, le fameux métabolisme des hormones? Bien, le métabolisme des hormones, c'est comment on transforme les hormones. Alors, on sait que ce métabolisme-là, première règle, est influencé par nos habitudes de vie. Hein? Ce qu'on mange, si on a du stress chronique, on va créer des déséquilibres. Si on ne dort pas bien, on va créer d'autres déséquilibres. Donc, ça influence cette transformation, cette biotransformation-là, qui est principalement faite par le foie. Donc, on va influencer aussi l'expression de certains gènes par nos habitudes de vie qui vont amener des changements de métabolisme. Donc, on ne transforme pas toutes de la même façon nos hormones. Si on a des problèmes avec le foie, pas tout le monde a des problèmes, mais si le moindrement on a des problèmes,
mais ça peut nous mettre en déséquilibre aussi, hein? Dépendamment de si on les transforme pas, on les éliminera pas comme il faut. Tu vas en parler tantôt. Il va y avoir des métabolites, il va y avoir des substances qui vont s'accumuler, puis qui peut-être vont faire des effets secondaires. Alors, c'est pourquoi tout le monde ne répond pas de la même façon aux hormones qu'on prescrit. D'où l'importance de faire une médecine personnalisée, sur mesure, en fonction des besoins de la personne et de la réponse au traitement. Donc, ça demande un suivi. Et c'est important pour moi. Mais j'adore entendre ça. Puis, finalement, le foie, ça sert à quelque chose. Hein? Il y a des gens qui ont tellement eu d'histoires dans les nouvelles comme quoi que le foie, on ne pouvait pas aider ça, puis que c'était équivalent chez tout le monde. Finalement, ça ne semble pas être le cas selon les récentes recherches cliniques. Hein? On voit de l'évidence clinique que le foie métabolise les hormones, puis qu'on peut l'aider naturellement. Hein? C'est super agréable de recherche. Donc, le fameux terme dominance en estrogène, on en a parlé tantôt, c'est quelque chose que j'ai beaucoup à cœur de démystifier et de parler aux gens de ce terme-là parce que malheureusement, c'est mal compris. Puis, il faut saisir la différence. Qu'est-ce qu'on veut dire par rapport à l'estrogène dans le sang, puis justement comment on métabolise cet estrogène-là. Donc, docteur Desautels, est-ce que je peux avoir votre opinion par rapport à la dominance en estrogène, puis qu'est-ce qui est vécu? Moi, j'ai beaucoup changé sur mon opinion parce que faisant de l'hormonothérapie, je regardais principalement le dosage dans le sang. Puis je me rendais compte qu'il pouvait y avoir un déséquilibre entre les estrogènes et la progestérone, entre autres. C'est un exemple parmi tant d'autres. Alors, on disait, si on a trop d'estrogène par rapport à un manque de progestérone, ça peut expliquer pourquoi on a des problèmes, des segments abondants ou des déséquilibres autres. Donc, c'est un exemple. Donc, le déséquilibre entre les différents types d'hormones peut amener le concept de dominance estrogénique. Mais rajouter à ça, il y a aussi comment on métabolise les hormones. Donc, on va à une étape plus loin pour regarder est-ce qu'on les transforme bien, ces hormones-là. Parce que même si on regarde le dosage sanguin puis qu'on regarde qu'il y a un équilibre entre nos différents types d'hormones, on se rend compte que par contre, ou parfois, il y a des femmes qui ont des effets secondaires. Et pourquoi ils ont des effets secondaires? C'est parce que si on regarde plus loin, on se rend compte qu'ils accumulent ou qu'ils limitent pas leurs hormones. Et il y a différents types d'estrogènes, entre autres. Hein? On a 3 types d'estrogènes, mais on a différents métabolites, donc différentes substances intermédiaires qui ont des rôles à jouer, mais qu'il faut qu'ils soient éliminés éventuellement pour ne pas causer d'effets non souhaitables ou d'effets indésirables. Alors, c'est encore plus poussé dans la personnalisation ou dans le regard qu'on a sur l'effet de nos hormones sur notre santé. Ça, j'ai évolué dans ma pratique et je suis très contente d'avoir ajouté cette étape de plus parce que ça m'aide à comprendre pourquoi des femmes sont bien en hormonothérapie et d'autres moins bien. Parce qu'on regarde un peu plus loin, puis on est encore plus précis dans notre façon de traiter nos patientes. Puis ça, là, je trouve ça bien important aussi d'en parler ce soir, Marie-Soleil. Oui, merci beaucoup. Moi aussi, je trouve ça vraiment important parce que justement, il y a des femmes qui ont abandonné des fois l'hormonothérapie ou qui ne comprennent pas pourquoi, qui ne se sentent pas bien, puis pourtant, ils en ont vraiment besoin. Donc, tu sais, il y a des gens sûrement qui nous écoutent en ce moment ils se sont fait dire par soit un naturopathe, un entraîneur ou juste des fois en lisant des articles sur Internet, « Oh mon Dieu, je dois avoir une dominance en estrogène », sont allés voir leur médecin, ils ont fait une prise de sang, puis finalement, ils se sont fait dire que non, tout était beau, ou même des fois, ils se sont peut-être même fait dire que l'estrogène était basse, mais pourtant, ils ont quand même un problème de symptômes de dominance en estrogène, puis c'est ça qu'on voulait apporter aujourd'hui. Donc, il ne faut pas nécessairement juste se baser sur qu'est-ce qui se passe au niveau des résultats sanguins. Il faut écouter le patient, puis on peut aller plus loin grâce à des tests maintenant qui sont vraiment avant-gardistes, qu'on peut vérifier dans l'urine comment le corps transforme ces hormones-là et ces fameux métabolites-là. Est-ce que c'est ça qui cause les symptômes de dominance en estrogène? Donc, on va y revenir tantôt pour que les gens puissent comprendre avec une image mentale. Mais avant de se rendre là, j'aimerais qu'on parle de aussi. Attends, je m'excuse cette slide-là. Il manque un mot, Marie-Soleil. C'est lorsqu'on manque d'hormones, qu'est-ce qui se passe?
Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, trop, c'est comme pas assez. On peut avoir des symptômes autant quand on en a trop que quand on en manque. Par rapport à d'autres types d'hormones, mais trop, c'est comme pas assez. Alors, je le dis, c'est pas parce que les estrogènes ont des propriétés intéressantes dans le processus de vieillissement, il faut regarder où est-ce qu'on s'en va pour demeurer sécuritaire. Parce que si on a trop d'estrogènes, on peut avoir des problèmes aussi. Donc, c'est important de regarder si c'est équilibré, autant les estrogènes, la valeur absolue, que les estrogènes par rapport à d'autres types d'hormones. Et ce qui est d'autant plus important, c'est de replacer dans un contexte clinique. Je dis souvent à mes patientes et à mes infirmières qui travaillent avec moi, souvent, on ne traite pas des résultats en médecine, on traite une personne. Et il faut recadrer nos résultats dans un contexte clinique. La décision va principalement venir de l'histoire, de ce qui se passe, de ce que la patiente nous raconte. Et on a une confirmation en regardant ce qui se passe dans le sang ou dans le processus d'élimination, comme tu vas nous en parler tantôt. Donc, tout s'explique. Et quand on comprend ce qui se passe et comment ça se passe, ben on est en meilleure capacité d'expliquer à nos patientes et qu'elles comprennent. C'est elles qui conduisent leur véhicule, c'est elles qui ont une décision à prendre en matière d'hormonothérapie aussi. Alors, c'est bien, bien important de bien équilibrer, de bien doser et de bien personnaliser notre approche. Super, j'aime ça. On n'aura pas le temps de prendre beaucoup de questions aujourd'hui, mais gênez-vous pas, on va essayer de refaire d'autres podcasts ensemble. Mais j'en vois une ici que je pense qu'il vaut la peine de souligner juste peut-être 30 secondes. Le fameux 5 ans pour prendre des hormones, la question est combien de temps on prend des hormones? Je présume que c'est une ancienne théorie. Maintenant, quand c'est bien balancé, bien suivi et que c'est bioidentique, les femmes peuvent se permettre de prendre des hormones plus que 5 ans. Est-ce bien ça? Absolument. En fait, la SOGC, c'est l'entité qui décide des normes de pratique en hormonothérapie. Elle n'a pas changé encore ses recommandations, mais ce qui s'en vient, parce qu'ils n'ont pas eu le temps, la pandémie est arrivée et bon, ils étaient dans un processus. Les dernières recommandations datent de 2014, mais il y a un addendum, c'est-à-dire qu'on commence à penser avoir un consensus de 10 ans. Tellement, parce que c'est venu de wise, ça, de dire 5 ans, pas plus, que les gynécologues, à une époque, j'étais déjà en pratique, ont dit, ben faites attention, là, il faut reprendre l'hormonothérapie. On a eu peur, là, on revient, on a reconclu que ça pouvait être bon pour la santé. Il faut reconvaincre autant les femmes que la communauté médicale que c'est pas dangereux ou aussi dangereux qu'on nous l'a laissé croire. Okay. Alors, c'est important. Et dans le processus ou dans les explications que je vous ai données, que c'est important pour garder notre santé puis prévenir les maladies à long terme dans un processus de vieillissement qui a été rallongé de 40 ans post-ménopause ou 45 ans post-ménopause, ben c'est d'autant plus important de considérer une hormonothérapie à long terme bien balancée, bien dosée, tout en considérant les facteurs de risque de chaque personne. On est toutes différentes et on a toutes des risques différents aussi à l'hormonothérapie. Donc, personnalisons nos traitements. Éventuellement, cette règle-là devrait tomber, selon moi. J'adore. Merci pour la spécification. Je trouve que c'est vraiment un détail qui est vraiment très important. On n'avait pas mentionné ça dans la présentation, mais merci. Excellent. Puis bon, avant de retourner avec le fameux sujet chaud de dominance en estrogène, j'aimerais qu'on parle aussi des formulations parce que des fois, les gens sont mal à l'aise de prendre les médicaments par la bouche ou ils ont mal réagi avec un médicament par la bouche. Il existe d'autres choses. Des fois, les gens ne sont pas au courant. Est-ce qu'on peut avoir votre opinion par rapport au choix qu'il y a sur le marché? Bien, par rapport à ce qu'on vient de dire, la métabolisation, c'est sûr qu'on a des choix, autant des formulations à travers la peau, à travers la muqueuse. Des fois, il faut aller en comprimé aussi. Mais on se rend compte que la forme transdermique, pour des patientes qui ont certains facteurs de risque, ça amoindrit les facteurs de risque. Hein? Les formes transdermiques, on en a disponibles en crème, en gel, en patch. On a aussi des formulations pharmaceutiques prescrivables en pharmacie, commercialisées par des compagnies pharmaceutiques. Puis pour celles qui ne répondent pas bien à ces formulations, bien, on peut toujours se revirer et aller vers des formulations magistrales.
c'est-à-dire d'ajuster le dosage sur mesure en fonction des besoins de la personne, puis de regarder si ça convient ou pas. Autant au niveau de la réponse clinique que du dosage sanguin ou urinaire et salivaire, si on veut regarder un peu plus loin, si la réponse thérapeutique n'est pas optimale. Alors, il y a aussi les facteurs d'absorption, hein, que ce soit quelque chose qu'on prend par la bouche, il y a des facteurs qui influencent l'absorption dans notre tractus digestif, autant aussi par la peau. C'est pas parce que c'est commercialisé que tout le monde absorbe de la même façon. Alors, nous, on est capable de voir ça quand on regarde le dosage. Admettons, par exemple, la patiente ne se sent pas bien. On a prescrit un certain dosage qui est un dosage qui est de moyenne bien toléré. Puis on regarde dans le sang et on se rend compte qu'elle n'a pas augmenté ses estrogènes. Donc, on va aller vers une autre forme pour essayer d'optimiser le traitement puis d'amoindrir les symptômes si elle est symptomatique ou d'avoir un dosage qu'on considère bon pour sa santé à long terme. Donc, on doit personnaliser. Excellent. Puis, bien, c'est ça, c'est bon à savoir qu'il y a des pharmacies qui font justement, qu'est-ce qu'on appelle en anglais du compounding. Les gens ne sont pas toujours au courant qu'il existe justement des formules plus personnalisées faites sur mesure. Donc, c'est vraiment génial. Et donc, la fameuse phrase, c'est la poule ou l'œuf. Il ne faut jamais oublier que le corps travaille en globalité. Donc, des fois, même si on a un problème au niveau de l'estrogène, depuis qu'on parle de l'estrogène depuis tantôt, il ne faut pas oublier que c'est très important de tester dans la globalité parce que des fois, on le voit dans les analyses de sang, des fois, c'est la thyroïde qui va affecter justement une baisse d'estrogène ou vice-versa. C'est la poule ou l'œuf. On sait que les hormones thyroïdiennes, des fois, s'ils sont en dominance ou sont mal métabolisés, vont affecter la thyroïde et aussi les épuisements professionnels, donc les surrénales et l'axe du cerveau, l'axe qu'on appelle HPA, donc qui est très, très important à considérer avant de juste blâmer, encore une fois, une partie du corps, juste l'estrogène. Il faut vraiment regarder dans la globalité. Et ça, c'est notre approche aussi, Marie-Soleil, de regarder l'interaction métabolique, c'est-à-dire l'interaction entre les différentes glandes qui collaborent pour prendre le relais. Si on manque d'énergie, on manque d'hormones, on n'est plus capable d'en produire, bien, il y a une glande qui va prendre le relais, puis qui va peut-être, si le manque à gagner est trop grand, synthétiser différentes hormones et créer d'autres déséquilibres. Alors, c'est très, très important parce que ça va amener des problèmes éventuellement, des maladies. Si le déséquilibre est trop grand, si on a trop de cortisol, si on est épuisé au niveau de la surrénalienne, par exemple, bien, on va aller faire de l'adrénaline, moins de la noradrénaline. Bref, on va créer d'autres problèmes ailleurs avec d'autres symptômes. Donc, cette collaboration-là interglandulaire est encore plus importante parce que la vie continue, les exigences de notre vie courante sont là. Puis si on n'a plus d'énergie, on ne dort pas bien, bien, à un moment donné, il va y avoir des symptômes qui vont apparaître. Il faut savoir qu'est-ce qui est l'œuf ou la poule et regarder ça avec un regard plus large pour regarder, il faudrait peut-être l'aider aussi au niveau de sa surrénale, il faudrait regarder l'impact sur sa thyroïde. Alors, c'est pas rare qu'on va avoir un déséquilibre thyroïdien autour de la ménopause. On en voit. Quand on regarde, on en trouve. Alors, il y a d'autres hormones aussi, la prolactine. Alors, bref, il y a une collaboration interglandulaire qui est très importante pour maintenir l'équilibre et c'est de cette façon-là que nous, on travaille. On regarde plus large pour voir l'impact des unes par rapport aux autres. Alors, il vaut mieux prévenir que guérir, hein? Oui. C'est un vieux dicton, mais c'est important. Oui, vraiment. Puis c'est ça qu'on voit de plus en plus avec la médecine intégrative. Moi, j'aime penser que c'est la médecine du futur parce que c'est de regarder, de regarder vraiment le corps dans sa globalité et de tout faire des liens entre justement les systèmes. Donc, tantôt, on vous a parlé de dominance en estrogène et on aimerait rentrer un petit peu plus en détail pour vous donner l'eau à la bouche de tout ce qui est possible de faire pour vous aider au niveau du métabolisme de vos hormones sexuelles. Donc, c'est connu maintenant que certains métabolites sont plus dangereux et d'autres sont protecteurs. Et donc, la science a démontré que dans l'urine, on peut voir des métabolites du processus du foie. Donc, dans le foie, quand on va résumer, en fait, les grandes étapes complexes du foie, il y a la phase 1 et la phase 2. Donc, pour ceux qui ont un bac en sciences qui nous écoutent, la phase 1, c'est les cytochromes P450. Et donc, ils vont, eux, transformer l'estrogène en 3 voies.
Et donc, c'est normal d'avoir les 3 voix. Par contre, ces voix-là doivent être équilibrées. Puis, les voix vont avoir une réputation. Donc, en anglais, on appelle ça the good, the bad and the ugly. Donc, on pourrait dire le bon, qui est le 2OH, le 4, qui est vraiment méchant, et le 16, qui est méchant. Donc, on veut vraiment un équilibre entre les 3 pour pas, justement, causer de déséquilibre au niveau de l'inflammation et les risques de cancer. Donc, ça revient beaucoup à la biochimie du foie. Qu'est-ce qu'on donne comme nutriments pour faire fonctionner ces voies-là et à votre génétique. Mais peu importe qu'est-ce qui arrive, il y a toujours des solutions pour aider à supporter naturellement ces phases-là du foie. Puis là, vu que ça sonne un peu comme du chinois de parler 2OH, 4OH, 16OH, on a une super analogie ici que j'adore. Qui est excellente pour comprendre. Exactement. Dr. Carrie Jones, c'est une naturopathe avec un titre de médecin. Donc, aux États-Unis, comme certains d'entre vous le savez, il y a certains États qui vont donner des titres de docteur. Donc, c'est un cours qui est un peu plus avancé. Dr. Carrie Jones, elle est experte en hormonothérapie avec une approche de médecine intégrative. Donc, elle cherche la cause derrière les déséquilibres d'hormones. Et elle est très, très bonne pour vulgariser, pour ceux qui veulent la trouver. Elle est facile à trouver sur Instagram, elle a plein de vidéos. Et donc, elle explique ces phases-là que je viens de vous expliquer. Elle compare au bain. Donc, les 3 phases qu'on vient de voir, en fait, c'est comme quand on remplit un bain. Donc, si on remplit le bain de nos estrogènes, puis ensuite, le bain doit être vidé. Puis le foie, en fait, on pourrait comparer que la phase 1, quand on remplit le bain, c'est la phase 1 du foie. Et ensuite, le bain doit faire sortir l'eau une fois qu'on a pris notre bain, qu'on est propre. Ça s'en va dans les tuyaux de la ville, qui est la phase 2 du foie. Là, on a besoin d'autres nutriments, etc. Mais c'est pas fini là. Donc, le foie, dans le fond, c'est comme s'il va prendre l'estrogène qui a été utilisé dans le corps. Et une fois qu'il est utilisé, il faut qu'il l'élimine. Donc, il va le transformer en plusieurs étapes pour qu'on soit capable de l'amener dans le drain final pour les égouts de la ville. Donc, si on récapitule ça, la première phase, ça remplit le bain qui est la phase 1 de notre foie. La phase 2, c'est le deuxième tuyau qui va amener l'estrogène en forme qui peut se rendre via les selles et l'urine. Puis ensuite, il y a l'autre sortie dans la toilette qui serait les égouts de la ville. Donc, le problème, en fait, c'est quand on essaie d'aider les femmes avec leurs estrogènes comme ça, il y a beaucoup de choix de suppléments ou d'aliments sur le marché, que ce soit les extraits de brocoli, le DIN, le thé vert, le NAC, bon, pour en nommer plusieurs. Bien, des fois, si on est en train de donner quelque chose qui pousse à remplir le bain, comme le DIN, par exemple, qui est très, très connu, mais par exemple, votre tuyau de la ville, il est bouché, ça va refouler, puis là, le problème, c'est que les femmes vont se ramasser avec plus de symptômes au lieu d'avoir un bienfait avec soit l'aliment ou le supplément qu'on essaie de leur donner pour aider leur métabolisme hormonal. Fait que c'est là qu'un test urinaire peut être vraiment intéressant pour voir où est-ce qu'il est le blocage. Puis avec les tuyaux de la ville, il ne faut pas juste penser à l'évacuation parce qu'il y a des femmes, oui, qui vont avoir de la constipation, ça va rempirer justement la phase 3 vers les égouts, mais si la personne elle a quand même des selles qui semblent saines, mais que la flore intestinale est débalancée, il peut avoir des fameuses bactéries dans l'intestin qui vont résorber, donc qui ont la capacité en fait de défaire le travail qui a été fait par le foie. Et à ce moment-là, dans l'intestin, il va y avoir une résorption de l'estrogène. Et cet estrogène-là, vu qu'elle a été transformée, elle est encore plus toxique. C'est là qu'on va parler de problèmes de dominance en estrogène, que ce soit n'importe quel de ces niveaux-là, on va avoir des métabolites estrogènes qui sont nuisibles, puis là, c'est là que les femmes vont avoir plus de problèmes au niveau soit de la rétention d'eau, soit des SPM, soit des douleurs, soit des migraines, soit des problèmes de poids, etc. Donc, il y a plusieurs problèmes et symptômes qui découlent quand le corps ne va pas bien métaboliser ça. Donc, en fait, Marie-Soleil, juste pour ajouter, c'est quand même l'exception à la règle, mais quand même, il faut le considérer parce que ça arrive assez quand même souvent, mais c'est l'exception à la règle, qu'on se retrouve avec des effets négatifs d'hormonothérapie qu'on n'est pas capable d'expliquer. Et je trouve que l'image du bain nous fait une belle image assez claire de ce qui se passe, puis comment on transforme nos hormones, puis le besoin de les éliminer aussi. Quand ils ont fait leur job, out. Donc, merci pour cette explication-là. C'est super intéressant, Marie-Soleil. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. En fait, ça nous amène à la fin de notre présentation.
Merci beaucoup, beaucoup. Je veux dire un gros merci à Docteur Deshôtels, puis tout le monde qui sont là. Envoyez-lui des cœurs parce que, croyez-vous à ça, Docteur Deshôtels, elle a accepté de faire l'entrevue le jour de son anniversaire. Un anniversaire, je vous le souhaite en jouvence, grâce aux hormones. Ah, Absolument, parce que j'ai quand même un âge un peu avancé, mais ma forme mentale, ma forme physique, mon énergie, ben c'est que, oui, personnellement, les hormones m'ont beaucoup aidé. Alors, de façon personnalisée, mais c'était un cadeau que je me suis fait à moi ce soir, de vous entretenir sur les hormones parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, vraiment. Ben, moi aussi, beaucoup de gratitude pour ce sujet qui est complexe, mais tellement passionnant. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Merci de vos questions. Je vous promets que je les prends en note et que j'essaie de vous organiser une suite parce que je pense que c'est un sujet qui peut être encore plus discuté. Il y avait un très grand besoin. Donc, un gros merci. Merci beaucoup et joyeux anniversaire encore. Maintenant, on a nos coordonnées, alors on est rejoignable. Et puis, oui, merci de nous avoir écoutés. Bonne suite, Marie-Soleil, pour tes capsules de la naturopathe du sexe. Merci beaucoup. Puis, on a les coordonnées de la clinique médicale privée pour rejoindre Docteur Deshôtels pour une consultation en privé. On peut aussi trouver des infirmières, comme on a mentionné tantôt, qui peuvent faire une analyse aussi, un bilan hormonal. Donc, oui, je travaille en collaboration avec le médecin. Alors, c'est une équipe, le CMIE. Excellent, c'est vraiment super d'avoir ces services-là. Donc, merci à tous. Vous pouvez suivre Docteur Deshôtels sur sa page Facebook qui est CMIE Clinique Privée. Et vous pouvez aussi me trouver sur mes nombreux réseaux sociaux, la naturopathe moderne, qui est maintenant avec une division pour les hormones sexuelles. Site web bientôt disponible, mais vous pouvez vous inscrire au blog pour recevoir les avis d'articles. Et vous pouvez aussi retrouver mes livres via Steak versus Brocoli, qui est une page séparée sur Facebook. Donc, vraiment, un gros merci encore. Au plaisir de vous revoir. Bon début de semaine à tous. Merci. Bientôt. Bye. J'ai besoin de mon technicien. Bonne soirée tout le monde. Ah, il arrive. On avait besoin d'un homme. de peser sur... Oui, mais ta souris, elle ne fonctionne pas. J'ai oublié de vous dire, le prochain podcast, pour ceux qui sont encore là, vu qu'on a un problème technique d'arrêter, le prochain podcast est lundi prochain sur les dysfonctions érectiles avec Jean-Yves Dionne, un sympathique pharmacien. Qu'est-ce qui est arrivé? On n'est pas capable de le fermer. Les gens, ils veulent trop qu'on continue à répondre aux questions. On n'est pas capable.